Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons recommencer cette semaine à travailler à distance. On va faire des révisions et des compléments. Et je vous propose de commencer par la correction d'un exercice du DL12 que nous avions laissé de côté. Un exercice qui parle d'intégration mais aussi qui utilise des techniques classiques en analyse. Alors allons-y. Il s'agit d'étudier la fonction phi. Définition 1 fermée plus l'infini par deux cas, deux valeurs. Si x est strictement plus grand que 1, phi de x est l'intégrale de x à x carré de 1 sur log de t dt. Et si x égale 1, phi de x est logarithme de 2. Alors, une première chose, vous voyez que va intervenir la fonction. Donc, pour x strictement plus grand que 1, phi de x est l'intégrale de x à x carré. Alors, cette fonction, je l'ai appelée f. La fonction petit f qui a été associée 1 sur logarithme de t. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire? D'abord qu'elle est définie sur 1 plus l'infini. Ça, c'est le cas, sans trop rentrer dans les détails, parce que la fonction log est définie sur cet intervalle et qu'elle n'y s'y annule pas. Elle ne s'annule pas sur 1 plus l'infini. D'autre part, un mot qui est important de rappeler ici, c'est la continuité, parce que la continuité, c'est la condition suffisante pour avoir des primitives. D'autre part, pour que l'intégrale ici existe, il faut que vous sachiez que sur le segment x carré, la fonction qui a t associe log de t soit continue, à minima continue par morceau, mais ici, elle est continue. Alors je reprends, soit petit f, la fonction qui a t associe 1 sur log de t, elle est définie, je viens de dire pourquoi, et continue parce que c'est l'inverse définie d'une fonction qui est elle-même continue, sur 1 plus l'infini. Elle admet donc des primitives sur cet intervalle. Et ce qui va nous servir, c'est l'une d'elles. Alors, on n'a pas d'expression, pour l'instant, de cette fonction nouvelle, grand F, mais on sait qu'elle existe, et on va pouvoir exprimer phi à l'aide de celle-ci. En effet, si grand F est l'une des primitives de petit f sur 1 plus l'infini, pour tout x de 1 ouvert plus l'infini, phi de x, c'est grand f de x carré moins grand f de x. Alors, c'est ceci qui va nous permettre de dire que phi est de classe C infini, en tout cas sur l'intervalle qu'on nous demande d'étudier. Petit f est de classe C infini sur cet intervalle. Alors là, je pense que c'est pas non plus la peine de trop détailler. On sait que log est de classe C infini sur cet intervalle. Il ne s'y annule pas le logarithme, donc son inverse est de classe C infini. Mais dans ces cas-là, si une fonction est de classe C infini, sa primitive aussi. Donc ici, on écrit donc grand F aussi. Enfin, vous voyez, alors ça nous donne par exemple le fait que la fonction qui a x associe grand F de x est de classe C infini sur 1 plus l'infini. Reste cet objet, ou plutôt cette expression. Que faire de la fonction qui a x associe grand f de x carré? Eh bien dire que la fonction qui a x associe x carré est de classe C infini sur 1 plus l'infini et laisse stable cet intervalle. Alors là, c'est par composition. Donc la fonction qui a x associe x carré est de classe C infini sur 1 plus l'infini à valeur dans 1 plus l'infini. Puis la fonction grand f est de classe C infini sur 1 plus l'infini, donc la composée l'est aussi. Donc on en déduit que grand phi appartient, on va l'écrire comme ça, en utilisant la notation usuelle, appartient à C infini de, ouvrez la parenthèse, 1 plus l'infini à valeur dans R. Hop, c'était le premier résultat voulu. Alors, la deuxième question de l'exercice, on va montrer que pour tout t appartenant à 1 fermé plus l'infini, on a l'encadrement log de t plus grand que 1 sur t facteur de t moins 1 est plus petit que t moins 1. Juste un rappel, l'inégalité de droite est une inégalité bien connue qui figure dans le cours. Elle est valable pour tout t appartenant à R plus étoile avec égalité uniquement pour t égale 1. Donc on pouvait utiliser, comme dans le cours, pour montrer celle-ci et du coup l'autre en même temps, enfin ou d'autre part, des variations de fonctions. On peut étudier les variations de la fonction qui a t associe log de t moins 1 et de la fonction qui a t associe log de t moins cette quantité-là.
Ce sont des fonctions qui sont d'évidence nulle en 1. Il s'agit donc de montrer que l'une est positive et l'autre est négative sur l'intervalle d'étude. Mais c'était sans doute assez long. Deux techniques plus rapides, très voisines. Première idée, appliquer le théorème des accroissements finis à log sur un intervalle 1t, où t est fixé dans 1 plus l'infini. Alors, en effet, log de t, c'est log de t moins log de 1. C'est donc l'accroissement de la fonction logarithme entre 1 et t. Cet accroissement vaut t-1 fois la dérivée de la fonction log, évaluée en un réel situé entre 1 et t. Il s'agissait après juste d'encadrer ce réel. Bon, le cas t égale 1 se faisait séparément, mais c'est une évidence que les inégalités là-haut sont vraies parce que ce sont des égalités en t égale 1. Alors, très proche de ça, écrire, et cette fois pour t appartenant à 1 fermé plus l'infini, logarithme de t, c'est l'intégrale entre 1 et t de 1 sur u du. En effet, par définition, la fonction log est la primitive s'annulant en 1 de la fonction inverse. Or, qu'est-ce que l'on sait? Or, on a deux points, ici pour t appartenant à 1 plus l'infini, quel que soit u appartenant à 1, t, u se promène donc entre 1 et t, donc 1 sur u est plus grand que 1 sur t et il est plus petit que 1. Donc, la croissance de l'intégrale nous permet de dire que l'intégrale de cette quantité-là est plus petite que l'intégrale de celle-ci et plus grande que l'intégrale de celle-là. Mais attention, intégrale en u, hein. Donc ici, il vient, j'écris tout, si vous voulez, intégrale entre 1 et t de 1 sur t du inférieur ou égal à log de t inférieur ou égal à 1 entre 1 et t de 1 du, c'est-à-dire, ici t ne dépend pas de la variable d'intégration, donc 1 sur t facteur de t-1, plus petit que log de t, plus petit que t-1. Alors, voilà, je pense, la méthode la plus rapide. Elle utilise bien sûr le fait que le log a pour dériver la fonction inverse, mais c'est celle qui, à mon avis, met en place le plus vite les deux inégalités voulues. Alors, passons à la question 3, qui nous demande de montrer que phi est continu en 1. C'est-à-dire, je vous rappelle que phi doit avoir pour limite sa valeur, c'est-à-dire que phi de x tend vers phi de 1, à savoir log de 2, quand x tend vers 1. Alors, la valeur de phi de x pour x dans 1 plus l'infini est donnée par celle d'une intégrale. Et l'intégrale d'une quantité dont on a encadré l'inverse dans la question précédente. Donc l'idée, c'est de procéder par encadrement. Alors, d'abord une chose, quand on va faire utiliser, en tout cas, la croissance de l'intégrale, il faut s'assurer que les bornes soient dans le bon sens. Donc ici, je prends x entre 1 et plus l'infini. J'ai bien 1 plus petit que x, qui lui-même est plus petit que x carré. Sur 1 plus l'infini, le carré de x est plus grand que x. Alors, pour tout t dans l'intervalle fermé x carré, on a l'encadrement de tout à l'heure. La log de t est entre t-1 sur t et t-1. Mais ici, cette quantité est positive. Et ça, c'est important. Quand on manipule des inégalités et qu'on veut utiliser les inverses, il faut s'assurer que les quantités manipulées soient positives. Je reprends donc. J'ai fixé x dans 1 plus l'infini, et pour tout t dans x carré, on peut inverser l'inégalité donnée, 1 sur t-1 est plus petit que 1 sur log de t, plus petit que t sur t-1. Avec cette inégalité-là, hop, et celle que l'on vient d'écrire valable pour tout t appartenant à x carré, on peut dire que
l'intégrale entre x et x carré de 1 sur t moins 1 dt va être plus petite l'intégrale entre x et x carré de cette quantité, mais ça c'est phi de x, qui va être plus petite que l'intégrale entre x et x carré de t sur t moins 1 dt, c'est-à-dire, alors ici on dispose d'une primitive de la fonction à intégrer. Je prends soin de regarder si ça a besoin de valeur absolue ou pas. La réponse c'est non, hein, puisqu'on est entre x et x carré et tous les deux sont plus grands que 1, donc l'intégrale de gauche vaut les variations entre x et x carré de log de t moins 1. Au milieu, on garde phi de x, et là, on change très peu, peut-être, d'expression. T, c'est t moins 1 plus 1. Autrement dit, il vient 1 plus 1 sur t moins 1, le tout dt, et alors, ça, c'est le log de x carré moins 1 moins le log de x moins 1. Je peux peut-être l'écrire tout de suite. Log de x carré moins 1 sur x moins 1 avec la propriété fondamentale des logarithmes. Phi de x ici, l'intégrale de 1 entre x et x carré, c'est x carré moins x, plus, et là on va retrouver la même quantité, les variations de log de t moins 1 entre x et x carré, c'est-à-dire logarithme de x carré moins 1 sur x moins 1. Puis, bien ça, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc en fait, j'ai une minoration par log de x plus 1. Phi de x plus petit que, je garde cette quantité, donc qui va tendre vers 0, x carré moins x plus log de x plus 1. Alors, on en déduit que l'on a bien, alors c'est le théorème des gendarmes, hein, quand x tend vers 1, ça tend vers log de 2, ici vers log de 2, et cette quantité vers 0, c'est-à-dire que phi de x tend bien vers log de 2 quand x tend vers 1, ce qui assure que phi est continue en 1. Voilà, alors, vous voyez qu'ici, t jouait le rôle de variable d'intégration, alors que tout à l'heure, pour avoir log de t, c'est u qui jouait le rôle de variable d'intégration. La question suivante, on nous demande de montrer que phi est dérivable en 1. Alors, on vient de montrer qu'elle était continue en 1, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Vous savez que la continuité est une fonction nécessaire, est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour la dérivabilité. Alors, pour la dérivabilité en 1, on aurait pu se dire, revenons à la définition, à savoir, est-ce que la fonction taux de variation en 1, à savoir celle qui a x associe phi de x moins phi de 1, c'est-à-dire log de 2 divisé par x moins 1, admet une limite finie quand x tend vers 1. Vous voyez que cette expression, c'est délicat à utiliser. Ça, c'est une intégrale entre x et x carré, on enlève log de 2, tout ça est pas... C'est pas facile. Alors, l'idée, qui à mon avis est la meilleure, c'est d'utiliser le théorème de prolongation ou de prolongement de la dérivabilité. Bon, c'est un théorème qui est justement prévu pour ces cas où l'étude du taux de variation est délicate. Mais il faut l'utiliser comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses à vérifier. Il y a continuité sur l'intervalle fermé, y compris en la borne où on veut prolonger la dérivabilité. C'est le cas ici, phi est continu sur 1 fermé plus l'infini. Il y a dérivabilité sur tout l'intervalle sauf temporairement, mais dans les hypothèses, on doit avoir la dérivabilité donc sur tous les points de l'intervalle, sauf la borne où on veut faire le prolongement. Ça c'est vrai, phi est dérivable sur 1 ouvert plus l'infini. On a même vu que phi était de classe c'est infini. Alors, que dit le théorème dans ce cas-là? Si la dérivée sur 1 plus l'infini admet une limite finie en 1, alors phi est dérivable en 1, et son nombre dérivé en 1, c'est la limite en question. Utilisons ça, puisqu'on a les deux hypothèses. Donc il s'agit de s'intéresser à la dérivée de phi sur 1 ouvert plus l'infini. L'expression que l'on a, qui nous permet de faire ça, c'est grand F de x carré moins
grand f de x. Où grand f, je vous rappelle, est une primitive de la fonction petit f, celle qui a t associe 1 sur log de t. Donc ici, on peut dériver en phi prime de x. Attention, ça c'est l'expression d'une composition. Hein. Donc il vient f prime en x carré multiplié par 2x moins grand f prime de x. Et ça s'écrit phi prime de x égale petit f de x carré fois 2x moins petit f de x. Ça fait 2x divisé par logarithme de x carré moins 1 divisé par logarithme de x. Ainsi, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, phi prime de x, bon, de x carré, ça, il vient x moins 1 sur, hop, log de x. Alors, donc, ou alors, phi prime de x, bon ça c'est une limite connue, hein. Log de x équivaut à x moins 1 quand x tend vers 1. Donc quand x tend vers 1, phi prime de x tend vers 1. Vous pouvez, si je retrouve mon petit chiffon, écrire, hop, ici logarithme de x équivaut quand x tend vers 1 à x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Ici, je remets les hypothèses. La continuité sur l'intervalle y compris la borne, la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, et le fait que la dérivée a une limite finie quand x tend vers la borne. Donc, on en déduit que phi est dérivable en 1, et que d'ailleurs son nombre dérivé en 1, c'est la limite trouvée, c'est-à-dire 1. Alors, phi est dérivable en 1 et phi prime de 1, ça vaut 1. Voilà pour cette question. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la bonne utilisation du théorème de prolongation de la dérivabilité. Utiliser toutes les hypothèses pour pouvoir avoir la conclusion. Alors, pour terminer l'exercice, on nous demande un développement limité d'ordre 3 de phi en 1. Une première remarque, le fait que phi a une définition particulière en 1 ne gêne pas. Hein. Le développement limité, c'est au voisinage de 1, ici à droite, qu'on va le donner. Et donc, on peut utiliser l'expression de phi sur un voisinage de 1 à droite. Le problème, c'est que cette définition intégrale est délicate à manipuler, et en tout cas, elle ne permet pas d'écrire phi comme fonction dont on a des développements limités usuels. En revanche, phi prime, oui. Puisque sur 1 ouvert plus l'infini, phi prime de x, c'est x moins 1 sur log de x, on vient de le voir dans la question précédente. Donc l'idée c'est quoi? C'est de donner un développement limité d'ordre 2 de phi prime au voisinage de 1 et de primitiver terme à terme ce développement. On aura un DL3 de phi. Alors faisons ça. La première chose à faire, c'est de revenir en 0 pour utiliser notre développement limité usuel. Donc on pose x égale 1 plus h, et pour h strictement positif, on a phi prime de 1 plus h égale h sur log de 1 plus h. Or, on sait que le log de 1 plus h, c'est h moins 1 demi de h carré, plus etc. Mais où s'arrêter? Eh bien, j'ai dit qu'on veut un DL2 de phi prime. Est-ce que vous voyez que la présence du h ici au numérateur va provoquer une division par h de tous les termes au dénominateur. Donc, si on veut un DL2 du quotient, il faut aller au moins jusqu'à un DL3 pour le dénominateur. Donc, il faut rajouter ici le terme 1 tiers de h cube plus petit o de h cube quand h tend vers 0. Donc, après simplification, phi prime de 1 plus h, phi prime de 1 plus h égale, alors,
on simplifie par h au numérateur et au dénominateur, il vient 1, et regardez là je vais faire un petit crochet, moins 1 demi de h, plus 1 tiers de h carré, plus petit o de h carré, quand h tend vers 0. Alors, je vous laisse rajouter peut-être une ou deux lignes pour expliquer que le crochet ici qu'on peut appeler U de H, eh bien U de H tend vers 0 quand H tend vers 0. Et d'autre part, U de H équivaut à moins 1 demi de H, autrement dit, un petit taux de U carré est un petit taux de H carré. Je passe sur ces détails, enfin ces détails importants. Phi prime de 1 plus h, alors là j'utilise le développement limité de 1 sur 1 plus u, donc ça fait 1 moins u, autrement dit moins 1 demi de h plus 1 tiers de h carré, plus moins 1 demi de... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre dans le u carré? Eh bien, on va prendre que moins 1 demi de u de h, le tout au carré. Parce que le double produit est en h cube et le carré de cette quantité en h carré. Là, j'ai tous les termes de degré inférieur à 4. Tout le reste est dans un petit taux de h carré. Alors, petit taux de u carré, mais on l'a dit, petit taux de u carré, c'est petit taux de h carré quand h tend vers 0. Si on remet ça en ordre ici, il vient 1 plus 1 demi, je vais effacer cette parenthèse là, 1 demi de h plus les termes en h carré, ici il vient moins 1 tiers plus 1 quart, le tout de h carré, plus petit taux de h carré. Quand h tend vers 0, ça c'est 1 plus 1 demi de h. En douzième, ça en fait moins 4 plus 3, moins 1 douzième de h carré, plus petit taux de h carré quand h tend vers 0. Alors, ça y est, on en déduit. On en déduit que 2 points. Alors, phi de 1 plus h. Alors, c'est le théorème de primitivation terme à terme. Là, il faut rajouter la valeur de phi en 1. Ça, c'est log de 2. Et puis après, on fait terme à terme, donc h. Ici, 1 quart de h carré. Ici, moins 1 sur, alors 3 fois 12, 36h cube, plus petit taux de h cube quand h tend vers 0. Et ça, c'est le développement limité voulu, qui est le développement limité voulu. Alors, à retenir de cet exercice, les utilisations des inégalités, les utilisations du théorème de prolongement de la dérivabilité, et puis ce développement limité final utilisant le théorème de primitivation terme à terme. Voilà pour ce premier exercice de reprise. À bientôt.